Mon mari m'a invité à un important dîner d'affaires avec un partenaire japonais potentiel. J'ai souri, hoché la tête et joué à la perfection le rôle de l'épouse parfaite. Ce qu'il ignorait, c'est que je comprenais chaque mot de japonais. Et quand j'ai entendu ce qu'il a dit à ce client à mon sujet, tout a basculé. Mais laissez-moi vous raconter depuis le début. Je m'appelle Sarah, et pendant 12 ans, j'ai cru avoir un mariage heureux. Pas parfait, mais satisfaisant. Mon mari, David, était cadre supérieur dans une entreprise technologique de la baie de San Francisco. J'étais coordinatrice marketing dans une plus petite entreprise. Rien de glamour, mais j'aimais mon travail. Nous vivions dans une jolie maison de ville à Mountain View, partis en vacances une fois par an, et de l'extérieur, nous avions sans doute l'air d'avoir une vie idéale. Mais à un moment donné, les choses ont changé. Je ne saurais dire exactement quand cela a commencé. Peut-être lorsque David a obtenu sa dernière promotion, il y a 3 ans. Peut-être que c'était progressif, si lent que je ne m'en suis rendu compte que lorsque mon mariage était devenu différent de celui que j'imaginais. David est devenu plus occupé, plus important. Du moins, c'est ce qu'il me disait. Il travaillait tard, voyageait pour des congrès, et quand il rentrait, il était soit sur son téléphone, soit trop fatigué pour parler. Nos conversations étaient devenues purement formelles. Tu as récupéré mon pressing. N'oublie pas, on dîne avec les Johnson samedi. Tu peux t'occuper de la pelouse. Je n'ai pas le temps. Je me disais que c'était normal. C'est ce qui arrive après 10 ans de mariage. La passion s'estompe, la routine s'installe, et on fait avec. J'ignorais la solitude qui m'envahissait lors des soirées calmes où il était enfermé dans son bureau. Et je restais seule à regarder la télévision, sans vraiment m'intéresser. Il y a environ 18 mois, je suis tombée sur quelque chose qui a changé ma vie. Une nuit d'insomnie, je faisais défiler mon téléphone quand une publicité est apparue pour un essai gratuit d'une application d'apprentissage du japonais. J'en avais suivi un semestre à la fac, à une époque où j'étais différente, avec d'autres rêves. J'avais adoré. La complexité, l'élégance, la façon dont cela m'a ouvert les portes d'une vision du monde totalement différente. Mais ensuite, j'ai rencontré David, je me suis mariée, j'ai commencé à travailler, et ce rêve a fini par être relégué au fond d'un tiroir, celui des passe-temps futiles de ma jeunesse. Ce soir-là, allongé dans mon lit tandis que David ronflait à côté de moi, j'ai téléchargé l'application par simple curiosité, juste pour voir si je me souvenais de quelque chose. Je me souvenais de bien plus que je ne l'aurais cru. Les hiragana me sont revenus facilement, puis les katakana. En quelques semaines, j'étais accro. Chaque soir, pendant que David travaillait tard ou regardait ses chaînes d'informations financières, je m'installais à la table de la cuisine, mes écouteurs aux oreilles, pour réviser les leçons. Je me suis abonnée à un podcast pour apprenants. J'ai commencé à regarder des dramas japonais avec des sous-titres, puis finalement sans. Je n'en ai rien dit à David, non pas que je le lui cachais vraiment, mais parce que j'avais appris à ne pas partager ce qu'il risquait de rejeter. 3 ans plus tôt, je lui avais confié mon envie de prendre un cours de photographie. Il avait ri, pas méchamment, mais d'un rire qui me faisait me sentir toute petite. Sarah, tu prends des photos avec ton iPhone comme tout le monde. Tu n'as pas besoin de cours pour ça. D'ailleurs, quand aurais-tu le temps? Après ça, j'ai appris à garder mes passions secrètes. C'était plus simple que de les défendre. Le japonais est donc devenu mon secret, mon univers privé. Et j'étais douée, vraiment douée. Je m'entraînais tous les jours, parfois 2 ou 3 heures. Je discutais en vidéo avec des professeurs sur Italie, je rejoignais des groupes d'études en ligne, et j'ai même commencé à lire des romans simples. Au bout d'1 an, je comprenais assez bien le japonais conversationnel. Pas parfaitement, mais suffisamment pour suivre des films, comprendre des podcasts et avoir des conversations correctes avec mes professeurs. J'avais l'impression de retrouver une partie de moi-même que j'avais enfouie. Chaque nouveau mot appris, chaque structure grammaticale maîtrisée, était la preuve que j'étais encore capable d'évoluer, que j'étais encore quelqu'un d'autre que la femme de David. Puis, un soir de fin septembre, David est rentré plus tôt que d'habitude. Il semblait vraiment enthousiaste, plein d'énergie comme je ne l'avais pas vu depuis des mois. « Sarah, super nouvelle », dit-il en desserrant sa cravate et en entrant dans la cuisine où je préparais le dîner. On est sur le point de finaliser un partenariat avec une entreprise technologique japonaise. Ça pourrait être énorme pour nous. Le PDG vient la semaine prochaine et je l'emmène dîner chez Ashiri. Il faut absolument que tu viennes. Je levai les yeux de mes légumes, absorbé par la préparation de ce dîner d'affaires. Oui. Tanaka-san m'avait spécifiquement demandé si j'étais mariée. Culture d'entreprise japonaise. Ils aiment savoir que vous êtes stable, attaché à votre famille. Ça fait bonne impression. Il ouvrit le réfrigérateur et prit une bière.
Il vous suffira d'être présentable, de sourire et d'être charmante. Vous savez, comme d'habitude. Sa façon de dire « comme d'habitude » m'a un peu perturbée, mais j'ai fait comme si de rien n'était. Bien sûr, évidemment. Quand? Jeudi prochain, à 19h. Portez cette robe bleu marine. Celle à manches. Classique mais élégante. Et Sarah. Il se tourna vers moi pour la première fois. Tanaka ne parle pas beaucoup anglais. Je parlerai surtout en japonais. Tu vas probablement t'ennuyer, mais fais bonne figure. D'accord. Mon cœur a fait un bond. Tu parles japonais? J'ai appris. J'ai travaillé avec notre bureau de Tokyo pendant des années. Je le parle couramment maintenant. Il y avait de la fierté dans sa voix. C'est une des raisons pour lesquelles ils envisagent ma candidature au poste de vice-présidente. Peu de cadres ici savent négocier en japonais. Il ne m'a pas demandé si je le parlais. Il ne s'est pas demandé si cela m'intéressait ou si j'avais des connaissances à ce sujet. Pourquoi l'aurait-il fait? Pour lui, je n'étais que la femme qui souriait et faisait bonne figure pendant que les personnes importantes discutaient. Je me suis retournée vers ma planche à découper, mes mains bougeant machinalement. C'est formidable, chérie. J'arrive. Après son départ, je suis restée debout au comptoir, l'esprit en ébullition. Une occasion en or venait de se présenter à moi. L'opportunité de comprendre enfin une conversation que David croyait privée, d'entendre comment elle parlait vraiment, comment elle se présentait, comment elle parlait. De notre vie quand il pensait que je ne pouvais pas comprendre. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir même pensé ainsi. Mais une part de moi plus importante, celle qui se sentait de plus en plus invisible dans mon propre mariage, voulait savoir, avait besoin de savoir. La semaine s'est écoulée interminablement. J'ai consacré chaque instant libre à réviser mon vocabulaire japonais des affaires, à m'exercer à la politesse, à m'assurer d'être capable de suivre une conversation professionnelle. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être rien d'important. Peut-être que je réfléchissais trop, que j'étais paranoïaque, à chercher des problèmes là où il n'y en avait pas. Jeudi est arrivé. J'ai porté la robe bleu marine comme demandé, avec des talons modestes et des bijoux discrets. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu exactement ce que David voulait. Une épouse présentable qui ne le gênerait pas devant des clients importants. Le restaurant était à San Francisco, moderne et chic, le genre d'endroit où il y a des mois d'attente. David avait utilisé le compte de l'entreprise pour réserver. Nous sommes arrivés 15 minutes en avance. David a vérifié son apparence avec la caméra de son téléphone, a ajusté sa cravate déjà bien droite. Souviens-toi, a-t-il dit en entrant, sois juste agréable. N'essaie pas de participer à la conversation professionnelle. Si Tanaka s'adresse à vous en anglais, soyez bref dans vos réponses. Il a besoin de se concentrer sur le partenariat, sans être distrait par des banalités. Yotak kwieskai, ravalant ma salive. Tanaka était déjà assis à notre arrivée. Il se leva pour nous accueillir, un homme d'une 50aine d'années, lunettes à monture argentée et costume impeccable. David s'inclina légèrement. Je l'imitai. Ils échangèrent des salutations en japonais, formelles et polies. Je souris, l'air faussement perdu, et me laissai glisser sur la chaise que David me tira. La conversation commença par des banalités en anglais. Tanaka complimenta le choix du restaurant, mentionna son hôtel et demanda si c'était la première fois que nous recevions des partenaires internationaux. Son anglais était en réalité assez bon, meilleur que ce que David avait laissé entendre, juste un peu accentué. Puis, à mesure que les menus arrivaient, la conversation passa naturellement au japonais. L'aisance de David était impressionnante, je dois l'admettre. Il parlait avec fluidité, assurance, visiblement à l'aise dans la langue. Ils discutèrent de prévisions commerciales, de stratégies d'expansion de marché et de spécifications techniques. Je ne comprenais que partiellement. Je restais assise tranquillement, sirotant de l'eau, souriant de temps à autre lorsqu'il me jetait un coup d'œil, jouant mon rôle. Puis Tanaka se tourna légèrement vers moi et dit quelque chose en japonais que je compris, une question polie sur mon travail. David répondit à ma place avant même que je puisse feindre l'incompréhension. En japonais, il dit « Oh, Sarah travaille dans le marketing, mais c'est une petite entreprise. Rien de sérieux. Plutôt un passe-temps pour s'occuper. Elle s'occupe surtout de la maison. » Je gardais un visage neutre, mais intérieurement, quelque chose se tordait. Un passe-temps? J'avais travaillé dans le marketing pendant 15 ans, géré des campagnes réussies, bâti des relations clients, et il venait de balayer toute ma carrière d'un revers de main, la réduisant à un simple moyen de s'occuper. Tanaka hocha poliment la tête et n'insista pas. Les dîners continua. Plusieurs plats arrivèrent, chacun magnifiquement présenté. Je mangeais lentement, en silence, écoutais. Vraiment.
David était différent en japonais, plus agressif, plus vantard. Il exagérait son rôle dans les projets, s'attribuait le mérite des efforts collectifs, se présentait comme bien plus essentiel au succès de l'entreprise qu'il ne l'était réellement. Ce n'était pas flagrant, mais c'était perceptible. Le David qui parlait japonais était une version légèrement exagérée du David que je connaissais. Puis la conversation a dévié. Tanaka a évoqué l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'importance du soutien familial dans les carrières exigeantes. David a ri, un rire qui m'a noué l'estomac. Pour être honnête, a-t-il dit en japonais, et j'ai perçu le mépris désinvolte dans sa voix, ma femme ne comprend pas vraiment le monde des affaires. Elle se contente de sa vie simple. Je gère toutes les décisions importantes, les finances, la planification de carrière. Elle est là juste pour la forme. En réalité, elle fait tourner la maison, elle est présentable lors d'événements comme celui-ci. Cela me convient parfaitement, car je n'ai pas à m'inquiéter d'une femme qui réclame trop d'attention ou dont les ambitions personnelles me gênent. J'ai serré mon verre d'eau si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Tanaka a émis un son indéchiffrable. J'ai observé son visage et j'y ai aperçu une lueur de gêne. Peut-être, mais il n'a pas contredit David. Au lieu de cela, il changea légèrement de sujet, interrogeant David sur ses objectifs à long terme. Le poste de vice-président m'appartient en quelque sorte, poursuivit David en japonais. Et après, je vise la suite d'ici 5 ans. Je me suis positionné avec soin, en tissant les bonnes relations. Ma femme ne le sait pas encore, mais j'ai transféré certains actifs, ouvert des comptes offshore, une planification financière avisée, tout simplement. Si ma carrière exige un déménagement ou des changements importants, j'ai besoin de flexibilité pour agir rapidement sans être lié par des comptes joints et sans qu'elle ait à tout approuver. J'ai eu un frisson d'effroi. Des comptes offshore, des transferts d'actifs sans m'en informer. Je restais assise, souriant d'un air absent, tandis que mon mari dévoilait nonchalamment des manœuvres financières qui laissaient fortement penser qu'il préparait un avenir sans moi, ou du moins un avenir où je n'aurais pas accès à l'argent du ménage. Mais il n'en avait pas fini. Tanaka-san l'interrogea sur le stress lié à son poste et lui demanda s'il avait des moyens de le gérer. David laissa échapper un rire amer. J'ai mes exutoires. Il y a quelqu'un au travail, Jennifer. Elle travaille dans la finance. On se voit depuis environ 6 mois. Ma femme n'en sait rien. Franchement, ça me fait du bien. Jennifer comprend mon univers, mes ambitions. Elle aussi a de l'avenir. On parle stratégie, on fait des projets. C'est un vrai soulagement après être rentré à la maison et avoir affaire à quelqu'un incapable de discuter de quoi que ce soit de plus complexe que le menu du dîner. Je suis resté parfaitement immobile. Mon visage était figé. À l'intérieur, j'étais en train de me briser en 1000 morceaux. Mais des années à apprendre à être discret, silencieux et agréable m'ont maintenu sur ma chaise, à garder le sourire, à empêcher mes mains de trembler. Visiblement. Une liaison. Des comptes offshore, me jugeant trop simple d'esprit pour comprendre son monde, qualifiant ma carrière de passe-temps, me réduisant à un objet décoratif qui tient la maison et fait bonne figure. 12 ans de mariage, et c'est comme ça qu'il me voyait. C'est ce qu'il disait quand il pensait que je ne comprenais pas Tanaka, était visiblement mal à l'aise. Je le voyais à sa façon de bouger, à la façon dont il recentrait la conversation sur des sujets professionnels neutres. Il était trop poli pour interpeller David, mais ses réponses devinrent plus sèches, plus formelles. Le dîner s'acheva. Nous nous sommes dit au revoir dans le hall du restaurant. Tanaka s'inclina devant moi et dit dans un anglais soigné, « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Madame Sarah. Je vous souhaite le meilleur. » Quelque chose dans son regard, une douceur, me fit me demander s'il comprenait plus qu'il ne le laissait paraître. S'il avait été aussi troublé que moi par les paroles de David. Le trajet du retour se fit en silence. David semblait satisfait de lui-même, fredonnant au rythme de la radio. « Ça s'est bien passé, » dit-il. « Je crois que nous allons conclure cette affaire. » Tanaka Parrot Impression. « C'est formidable, » dis-je, ma voix sonnant creuse à mes propres oreilles. À la maison, David m'embrassa distraitement la joue, me dit qu'il avait des courriels à traiter et disparut dans son bureau. Je montai à l'étage, dans notre chambre, fermai la porte et restai là, dans le silence. Puis, je sortis mon téléphone et fis quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'appelai Emma. Emma avait été ma colocataire à la fac, ma meilleure amie avant que la vie, la distance et le découragement subtil de David envers mes amitiés ne nous éloignent. Elle était devenue avocate spécialisée en droit de la famille et avait divorcé 5 ans auparavant. Nous avions repris contact récemment sur les réseaux sociaux, échangé quelques messages, mais je ne lui avais rien confié de vraiment important. « Sarah » répondit-elle à la 2e sonnerie, surprise dans la voix. Il était presque 23 heures. Et ma voix s'est brisée sur le dernier mot.
J'ai besoin d'un avocat. Nous avons parlé pendant 2 heures. Je lui ai tout raconté. Le dîner, la conversation en japonais, les comptes offshore, la liaison, les années où je me sentais diminuée et ignorée. Elle écoutait sans m'interrompre, son esprit juridique analysant clairement mes propos. D'abord, dit-elle quand j'eus terminé, il faut que tu respires. Peux-tu faire ça pour moi? J'ai respiré. Ensuite, tu dois comprendre que ce qu'il fait avec ses comptes offshore pourrait être illégal, et certainement contraire à l'éthique. S'il dissimule des biens communs en prévision d'un divorce ou simplement pour garder le contrôle, c'est une fraude financière. On peut s'en servir. Je n'ai pas de preuves, ai-je dit. Ce n'était qu'une conversation. Tu as enregistré le dîner? Je me suis sentie bête. Non, je n'ai pas réfléchi. J'essayais juste de comprendre ce que j'entendais. Ce n'est pas grave. Voilà ce qu'on va faire. Ne le confronte pas encore. Je sais que tu en as envie, mais il faut être stratégique. Dès demain, tu vas rassembler tous les documents. Relevés bancaires, déclaration d'impôts, tous les documents financiers auxquels tu peux accéder, prends des photos, transfère-toi les emails, tout. S'il fait des transferts d'argent, il y aura des traces. On les trouvera. Emma, j'ai peur. Je sais, ma chérie, mais tu es aussi intelligente et capable, et tu viens de le prouver en apprenant une langue entière sans qu'il le sache. Tu peux le faire. Tu n'es plus seule. Après avoir raccroché, je me suis assise au bord du lit et j'ai laissé libre cours à toutes les émotions que j'avais refoulées au restaurant. Rage, trahison, chagrin, peur. Mais sous tout ça, quelque chose d'autre grandissait en moi. Une détermination froide et implacable. Je ne serai plus l'épouse décorative. Je ne me laisserai plus ignorer, rabaisser, tromper. J'allais reprendre ma vie en main, même si cela signifiait détruire tout ce que j'avais construit. Le lendemain matin, j'ai appelé mon employeur pour dire que j'étais malade. David l'a à peine remarqué, se contentant d'un grognement en partant au bureau. Dès que sa voiture a démarré, j'ai commencé mes recherches. David conservait des dossiers dans son bureau à la maison, organisés et méticuleux. J'ai trouvé des relevés bancaires des 3 dernières années, des déclarations d'impôts, des informations sur des comptes d'investissement. J'ai tout photographié avec mon téléphone, j'ai tout téléchargé sur un espace de stockage cloud privé qu'Emma avait créé pour moi, et là, c'était là. 2 comptes que je n'avais jamais vus auparavant, tous deux avec des virements réguliers. 50 000 $ avaient été transférés au cours des 8 derniers mois vers une banque des îles Caïmans. Nos économies communes avaient été lentement dilapidées à mon insu. J'étais malade, mais j'ai continué à photographier, à documenter. Emma m'avait dit d'être minutieuse, alors je l'ai été. J'ai aussi trouvé des emails, imprimés et classés. Des échanges concernant des biens immobiliers dont j'ignorais l'existence, ou plutôt qu'ils possédaient. Tout était à son nom. Et puis j'ai trouvé les emails à Jennifer. Il avait été négligent, imprimant quelques échanges, probablement pour retrouver des chiffres ou des dates. Mais le contenu était accablant. Romantique, sexuel, il y évoquait des projets d'avenir qui, de toute évidence, ne m'incluaient pas. Une fois l'affaire Sarah réglée, un courriel disait « On peut arrêter de se cacher ». L'affaire Sarah. C'est ce que j'étais devenue, un problème à régler. J'ai passé 6 semaines à rassembler discrètement des preuves, vivant avec un homme que je voyais désormais clairement pour la première fois. Chaque sourire était un mensonge. Chaque contact, même anodin, me donnait la chair de poule. Mais j'ai joué le jeu. Je préparais les dîners, je lui demandais comment s'était passée sa journée, je faisais comme si de rien n'était. Emma préparait le dossier. Je la rencontrais 2 fois par semaine à son bureau, apportant de nouveaux documents, discutant de la stratégie. Nous allions demander le divorce et, simultanément, signaler ses malversations financières au comité d'éthique de son entreprise. Les comptes offshore violaient le règlement intérieur. Elle avait découvert qu'il risquait de perdre non seulement notre mariage, mais aussi sa carrière. « Es-tu sûre de vouloir aller aussi loin ?» m'a demandé Emma lors d'une de nos séances. L'affaire de l'entreprise sera explosive. Il va tout perdre. Il avait déjà prévu de me laisser sans rien. J'ai répondu qu'il avait dit lui-même. Il se prépare à ça depuis longtemps. Je prends juste les devants. Nous avons fixé la date à un vendredi. Emma a déposé les papiers du divorce. Jeudi après-midi. Vendredi le matin, je me suis habillée comme d'habitude pour le travail, mais au lieu d'aller à mon bureau, je suis allée chez Emma. Le service des ressources humaines de David devait recevoir notre dossier de preuve à 9 heures. Les papiers du divorce lui seraient signifiés à son bureau à 9h30. Assise dans la salle de réunion d'Emma, je buvais un café dont je ne sentais pas le goût, les yeux rivés sur l'horloge. Mon téléphone était éteint.
Je ne voulais pas voir ses appels ni ses messages quand il comprendrait ce qui se passait. À 11 heures, Emma a reçu la confirmation. Les papiers avaient été signifiés. Les preuves avaient été reçues. L'employeur de David l'avait immédiatement mis en congé administratif le temps de l'enquête. « Comment te sens-tu » m'a demandé Emma, terrifiée, ai-je avoué. Mais bon, j'ai passé la nuit chez Emma. Elle avait une chambre d'amis et m'avait déjà dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Elle m'a aidé à rédiger des courriels à mon propre employeur, expliquant que je prendrais un congé familial pour raisons personnelles. Nous avons commandé des plats à emporter, bu du vin, et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. David a essayé d'appeler 47 fois ce premier jour. Il est parti. Des messages vocaux, allant de la confusion à la colère en passant par les supplications. Je ne les ai pas écoutés. Emma, elle, les a écoutés, consignant tout pour l'enquête. Samedi, accompagnée d'Emma et d'un policier présent par précaution, je suis retournée à la maison récupérer mes affaires. David était là, et il avait mauvaise mine. Mal rasé, décoiffé, les yeux rouges. « Sarah, s'il te plaît » a-t-il commencé en me voyant. J'ai levé la main. Ne me laisse pas m'expliquer. Expliquer quoi? Que tu me trompes? Que tu caches de l'argent. Que tu m'as traité de trop naïve pour comprendre ton monde. J'ai tout entendu à ce dîner, David. Absolument tout. Son visage s'est décomposé. Tu ne parles pas japonais. Je le parle couramment depuis plus d'1 an. C'est bizarre que tu ne me l'aies jamais demandé. Que tu ne te sois jamais demandé ce que je faisais de mon temps quand tu étais trop occupé par le travail ou Jennifer. Il s'est affalé sur le canapé. L'entreprise m'a mis en congé. Il mène l'enquête. Sarah, je risque de perdre mon travail. Ce n'est plus mon problème. J'ai commencé à me diriger vers l'escalier qui menait à notre chambre. Il fallait que je fasse mes valises. Attends. Sa voix était désespérée. On peut arranger la thérapie de couple. Je vais rompre avec Jennifer. On peut trouver une solution. Je me suis retournée pour le regarder. Vraiment? Regarde-le. Cet homme avec qui j'avais passé 12 ans, que j'avais aimé, dont je croyais qu'il m'aimait aussi. Tu ne veux pas arranger ça. Tu veux sauver ta carrière, ton image, ta situation financière. Tu ne regrettes pas de m'avoir fait souffrir. Tu regrettes de t'être fait prendre. C'est faux. À ce dîner, tu as dit à Tanaka-san que je n'étais là que pour faire joli, que j'étais trop simple, trop peu ambitieuse, que j'étais en gros une femme de ménage logée à la maison qui faisait bonne figure lors des événements. Te souviens-tu seulement d'avoir dit ça? Son silence était une réponse suffisante. J'en ai assez de me soumettre à toi, David. J'en ai assez d'être la femme de ménage qui ne demande pas grand-chose. Dépose tes contre-requêtes si tu veux. Batte-toi contre le divorce, mais tu ne gagneras pas. Et tu ne t'en tireras pas comme ça en cachant nos biens. J'ai passé 2 heures à faire mes valises. Il n'a plus essayé de m'arrêter, il est juste resté assis sur le canapé, le regard dans le vide. Le divorce a duré 8 mois. La loi californienne imposait un délai de 6 mois après le dépôt de la demande, et nous avons passé ces mois à négocier l'accord. L'enquête interne de l'entreprise de David a révélé des preuves suffisantes de manquement à l'éthique, il a été licencié. Il a fini par retrouver un emploi, mais à un poste inférieur et moins bien rémunéré. Les comptes offshore ont dû être déclarés et partagés. Les biens dont j'ignorais l'existence sont devenus partie intégrante du patrimoine commun. Au final, j'ai obtenu la moitié de tout ce qu'il avait tenté de dissimuler, ainsi qu'une pension alimentaire pendant 3 ans, le temps que je reconstruise ma carrière. Mais le meilleur, ce à quoi je ne m'attendais absolument pas, est arrivé environ 2 mois après le début de la procédure de divorce. Tanaka MA contactei via LinkedIn. Son message était bref mais chaleureux. Il avait entendu parler du divorce et se demandait si un poste dans son entreprise pourrait m'intéresser. Ils ouvraient un bureau aux États-Unis et recherchaient quelqu'un qui comprenne à la fois le marketing américain et la culture d'entreprise japonaise. Mes compétences uniques, écrivait-il, seraient précieuses. J'ai rencontré Tanaka et son équipe. Dès le premier instant, j'ai parlé japonais. Ses yeux se sont illuminés d'un respect sincère, et d'autres choses encore. Peut-être un brin d'amusement à l'idée que j'ai dupé tout le monde à ce dîner. Je le savais, a-t-il dit en japonais à la fin de mon entretien au restaurant. À la façon dont vous vous comportiez quand David a parlé de vous. J'ai perçu la compréhension dans vos yeux, ne serait-ce qu'un instant. Je suis heureux que vous ayez retrouvé votre force. On m'a proposé le poste. Directrice marketing senior, un salaire 3 fois supérieur à ce que je gagnais auparavant. J'ai accepté. J'ai 63 ans aujourd'hui. Tout cela s'est passé il y a plus de 20 ans,
mais je me souviens de chaque détail. Le divorce, aussi douloureux ait-il été, m'a permis de reprendre ma vie en main. J'ai dirigé ce département marketing pendant 15 ans avant de prendre ma retraite. Je suis allée au Japon une douzaine de fois, je me suis fait de véritables amis, je suis devenue une personne à part entière, au-delà de mon rôle d'épouse. Je ne me suis jamais remariée, j'ai eu quelques rendez-vous, une relation sérieuse qui a duré 5 ans avant que nous nous séparions à l'amiable. Mais je n'ai plus jamais réduit mon monde à un simple reflet de ce que quelqu'un d'autre attendait de moi. David m'a envoyé un courriel environ 3 ans plus tard. Le divorce s'était prononcé. Il s'était remarié, s'était excusé pour la façon dont les choses s'étaient terminées et avait dit espérer que j'allais bien. Je n'ai jamais répondu. Certains chapitres n'ont pas besoin d'être édulcorés. J'étudie toujours le japonais, mais maintenant c'est uniquement par plaisir. Je lis des romans, je regarde des films et je donne parfois des cours particuliers à de jeunes professionnels qui souhaitent apprendre. La langue, qui avait commencé comme une échappatoire secrète, est devenue ce qui m'a sauvée, ce qui m'a montré que j'étais capable de bien plus que ce que je m'autorisais à croire. Ce dîner chez Achiri a été la pire et la meilleure soirée de ma vie. La pire, car j'y ai entendu des vérités qui ont bouleversé ma vision du monde. La meilleure, car elle m'a enfin poussé à agir, à cesser d'accepter moins que ce que je méritais. Alors, si vous écoutez ceci et que vous êtes dans un mariage où vous vous sentez invisible, où vos intérêts sont ignorés, où l'on vous rabaisse, soyez attentive à ce sentiment. Apprenez la langue. Rassemblez les preuves. Trouvez votre Emma. Et quand vous serez prête, reprenez votre vie en main. Ce ne sera pas facile. Ce sera douloureux. Il y aura des nuits où vous vous poserez des questions. Tout. Mais au-delà de cette douleur se trouve une vie où vous pouvez être pleinement vous-même. Où votre voix compte. Où vous n'êtes pas qu'un élément décoratif, mais essentiel. Et cette vie mérite qu'on se batte pour elle.